Pour la causerie de ce matin, j'ai sur ce plateau Sergino Lokosu, directeur de publication du quotidien Le Potentiel. Bonjour. Bonjour, j'écris bonjour à tous les amis téléspectateurs. Armand Danou, vous êtes directeur de publication du journal Bénin Intelligent. Bonjour. Bonjour, J-Chris. Merci de votre présence sur ce plateau. C'est Nous moi. attendons aussi Jean-Del Etienne Glessoubé qui pourrait nous rejoindre d'un instant à l'autre aussi sur ce plateau. Alors, Sergino Lokosu, le gouvernement a annoncé déjà le paiement des primes de rentrée pour l'année scolaire 2019-2020 aux enseignants. De quel œil voyez-vous cette décision-là du gouvernement? De bon oeil, je vais dire, parce que il faut dire deux choses par rapport à ça. C'est d'abord la première, c'est une bonne volonté du gouvernement qui est affichée. La deuxième, c'est euh, un système d'anticipation qui est mis en place pour éviter ce que vous savez. Parce que le gouvernement attache du prix à l'éducation et il doit normalement attacher du prix à l'éducation aujourd'hui parce que un homme bien éduqué, un enfant bien éduqué doit renforcer le développement du pays. Je crois que le gouvernement a montré toute sa bonne foi, c'est-à-dire anticiper pour éviter les crises. Aujourd'hui, vous allez constater que sous d'autres cieux, c'est à la veille de la rentrée qu'on commence par payer les enseignants et tous les enseignants ne sont même pas pris en compte et puis d'autres disent j'attends les primes d'abord avant de commencer la rentrée. Et donc pour éviter ça, le gouvernement a dit non, il faut que j'organise la chose autrement, c'est-à-dire essayer d'organiser dans tous les départements, envoyer une mission. La mission va se charger d'enregistrer les enseignants parce qu'il y en a qui ne sont pas enseignants et qui rentrent dans Enseignants qui et qui bénéficient qui parfois de bénéficient ces primes-là. de ces primes-là. Donc c'est dans une logique d'anticipation, c'est dans une logique de renforcer tout ce qu'il y a comme système éducatif dans le pays parce que je l'ai souvent dit, je le dis, un estomac bien rempli peut et doit produire des merveilles comme on le dit. Et les enseignants, ils abattent un travail énorme. C'est eux qui assurent l'éducation de toute la nation, on va dire. Et donc, il faut qu'on donne aux enseignants leurs primes. Pourquoi pas augmenter ces primes parce qu'il faut les motiver à travailler. Parce qu'il faut que le système éducatif soit un bon système. Il faut également que les infrastructures, là où il n'y a pas d'école, il faut construire des écoles. Là où les écoles sont construites en matériaux précaires, il faut travailler à ce que ces écoles soient construites en matériaux définitifs, on va dire. Et c'est un coffret, on va dire, en fait, les infrastructures, les hommes qui doivent travailler dans ces infrastructures et véritablement ce sont les enseignants. Aujourd'hui, moi j'applaudis cette décision du gouvernement de donner les primes aux enseignants à temps parce que ils en ont besoin également. Ils en ont besoin. Est-ce que c'est la preuve de la bonne foi du gouvernement, Armand Danou? La bonne foi du gouvernement, je pense que c'est un travail qui revient au gouvernement. Donc, c'est de son devoir de présenter ou bien d'offrir les conditions favorables aux enseignants pour un bon déroulement de l'année académique ou bien l'année scolaire prochaine. Donc, c'est son devoir et il ne fait que remplir son devoir. Il aurait pu ne pas le faire. Oui. C'est pour ça que je demandais si c'était une preuve de sa bonne foi. Oui, ben, c'est une bonne foi. C'est une bonne foi. Maintenant, c'est une manière également, comme l'a souligné mon confrère tout à l'heure, d'éviter les problèmes, d'éviter les gymnastiques qu'on a enregistrées par moment ou bien par le passé à la veille des rentrées, de la rentrée scolaire. Donc là, le gouvernement vient de prouver une nouvelle fois que l'éducation, les enseignants lui tiennent à cœur, lui tient du moins à cœur et que il entend tout mettre en œuvre pour que tout se déroule bien. Et il faut dire que c'est la mission, c'est un comité qui travaille d'abord avant qu'on arrive à cette étape-là de paiement. Ce comité aura pour charge de balayer, de déblayer le terrain, d'établir les fiches, les états de paiement ou autres là. Donc, ça commence le 16, je crois, le 16 juin, oui, pour finir le 20 juillet. Donc,
ce que je souhaiterais tout simplement, c'est une collaboration de tous les acteurs du système éducatif, surtout les enseignants. Il ne faudrait pas que dans leur rang, qu'il y ait encore d'autres, pour une raison ou autre, cherchent à faire retarder le truc, histoire de venir par la suite tempêter sur la place publique, qui est une collaboration, puisque ça va dans leur intérêt. Le gouvernement vient d'afficher sa bonne foi et est en train de jouer sa partition pour une année scolaire 2019-2020 apaisée. C'est vrai qu'il y a un adage qui dit que la fin justifie les moyens et que la fin importe beaucoup plus que le début. Mais on sait qu'en matière d'éducation, lorsqu'une année démarre mal, ça finit généralement mal aussi. Et ça déteint sur les résultats de fin d'année. Et on sait que le non-paiement des primes de rentrée, ça bloque parfois la rentrée. Il y a des enseignants qui sont mécontents. On en a connu dans ce pays. Voilà, justement. Est-ce qu'on peut déjà commencer à pressentir si effectivement le paiement était concrétisé? Est-ce qu'on peut déjà commencer à pressentir au moins un bon lancement de l'année prochaine? Oui, parce qu'on doit pressentir ça. Si les enseignants ont dit prime de la rentrée et ces primes sont obtenues à la veille de la rentrée, et ça motive, vous comprenez ce que je dis? Ça motive quand vous prenez de l'argent dans les mains, ça motive, il n'y a pas meilleure motivation. À tous les coups, oui. Il n'y a pas meilleure motivation, c'est l'argent. Et donc je crois que si, en dehors de ces primes, que tous les enseignants du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tout le pays vont recevoir leurs primes. Et quand les enseignants auront leurs primes, ça va leur permettre de bien démarrer la rentrée. Dans ces primes, je ne sais pas, mais ça peut permettre aux enseignants d'acheter encore des habits, des chaussures pour être bien présentables devant les apprenants. Parce que ça part de là aussi. Ah oui. Il faut que l'enseignant s'habille très bien pour pouvoir rendre l'enseignant a un code vestimentaire à respecter. Évidemment. On ne s'habille pas n'importe comment lorsqu'on est enseignant. Évidemment. Donc, je crois que ça doit véritablement encourager les enseignants. Maintenant, en dehors de ces primes, je crois que le gouvernement doit également mettre en place un autre système afin que les salaires des enseignants soient payés à temps. Et il doit le faire parce que ça part de là, tout part de là. Est-ce que l'enseignant qui est censé dispenser le savoir, est-ce qu'il est motivé? Parce que c'est ça, tout part de la motivation de l'enseignant. Et que ça soit enseignant, n'importe quel agent, que ça soit dans le public ou dans le privé, si vous êtes motivé, Jésus-Christ, vous savez de quoi je parle, vous faites le travail comme cela se doit et vous donnez un bon résultat. Je l'ai dit à l'entame, un estomac bien rempli produit et doit produire des merveilles, comme on le dit. Et donc le gouvernement a compris, il veut anticiper, il veut éviter des crises entre les acteurs sociaux et lui. Donc, c'est pourquoi il a essayé de mettre en place ce système-là. Je crois bien. Et vous allez voir, si vous interrogez les acteurs sociaux, ils vont vous dire, ils vont vous dire oui, c'est une bonne chose et que c'est ce que nous voulons. Et je crois que ça fait partie des réformes engagées dans le système éducatif. Et ces réformes, on doit les encourager. Les enseignants, comme l'a dit le confrère tout à l'heure, doivent aider à ce que ces réformes soient véritablement appliquées, qu'on n'aille pas en vacances à l'intérieur, enfin à l'extérieur du pays et revenir tard pour dire ah non, je suis pas concerné, on m'a oublié. Donc il faut une franche collaboration entre les enseignants et le comité qui sera mis en place, qui est déjà mis en place, et qui aura pour mission de parcourir tout le pays pour recenser, pour mettre en place ce chronogramme permettant de payer les enseignants, de leur donner leurs primes. Et je crois que c'est une très bonne chose. Le gouvernement est en train de montrer sa bonne foi, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. On n'a pas forcément besoin d'être du système avant de comprendre ce qui se passe. On n'a pas besoin d'être dans le cercle fermé du système avant de comprendre, parce que quand vous prenez du recul, vous voyez qu'il y a quand même un changement, vous voyez que quelque chose a changé. Et les enseignants, dès que vous allez promener vos micros dans tous les bureaux, enfin, dès que vos correspondants régionaux vont promener leurs micros dans les différents endroits où on peut trouver les enseignants, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire, que c'est une bonne chose. Et je crois que dans le système éducatif, c'est bon, et que ça soit que ça aille également au sein d'autres secteurs de notre vie économique, sociale aussi, en général. D'accord. Armand, dans nous, on sait qu'il y a une loi qui a modifié un peu l'exercice du droit de grève au cours de la 7e législature. Les fonctionnaires de l'État n'ont plus que 10 jours par an pour pouvoir faire grève. Et cette année, on a constaté une année plutôt calme, plutôt apaisée. Mais lorsqu'on a une telle loi, on aurait pu imaginer un gouvernement
plus intransigeant devant des travailleurs. Mais cette décision-là de leur payer déjà des primes de rentrée à l'avance, est-ce que ça vient peut-être enlever les doutes que le gouvernement ne veut pas du mal aux travailleurs? Non, ça justifie tout. On l'a dit tout à l'heure, la bonne foi du gouvernement de montrer à la face du monde que le véritable souci pour lui, c'est l'éducation de nos enfants, que le système éducatif retrouve ses normes, ses lettres de noblesse dans notre pays. Puisque aller en grève, faire les grèves, on pénalise qui? On pénalise les enfants. Et puis, on n'avance pas. Et à la fin, qu'est-ce qu'on note? On note tout simplement une prorogation de l'année. On prolonge l'année, on dit, bon, il y a eu trop de grèves. Aujourd'hui, le gouvernement fait de son mieux. Les grèves, oui, il y a eu le vote de cette loi qui a suscité tellement de débats, de remous, de polémiques et autres. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui sommes contents, nous nous réjouissons de l'accalmie qu'il y a eu tout au long de cette année scolaire. Je pense que on a réduit, ça a fait mal, mais à la fin, tout le monde applaudit. Donc, je pense que le gouvernement doit jouer son rôle, le rôle qui est le sien, afin que chacun puisse se sentir à l'aise dans ce qu'il fait. Ça, c'est le rôle du gouvernement, c'est de garantir aussi de bonnes conditions de travail. De bonnes conditions de travail. De l'État. Justement, et à côté de ça, je voudrais inviter le gouvernement, puisque à la veille de chaque rentrée scolaire, il y a de ces formations-là qu'il lance pour pouvoir un peu renforcer les capacités des enseignants, que cette programmation-là soit rapidement faite, afin qu'ils sachent tout au moins que de telle période à telle période, j'ai une formation à suivre. Il ne faudrait pas qu'on note des gens à l'extérieur du pays, qu'on dise, moi, je n'ai pas suivi la formation, et que ça soit encore un autre problème à gérer. Donc, chacun n'a qu'à se mettre dans son rôle, et puis pour que la chose avance, parce que c'est pour le bonheur de nos enfants. Je comprends par rapport à la question. Et quand le gouvernement avait sorti cette décision de 10 jours de grève par an, tout le monde avait crié, comme l'a dit le confrère. Oui. Mais moi, je me suis dit, ce sont des Béninois qui sont dans le gouvernement. Ce ne sont pas des Togolais. Ce ne sont pas d'autres nationalités. Ils sont des Béninois. Et ils maîtrisent comment ça se passe, le fonctionnement dans le système éducatif. Et s'ils ne le maîtrisaient pas, il y a quand même un ministre qui est là et qui est de l'éducation, qui a des conseillers. Et donc, c'est pour réduire un peu ce qui se fait dans ce secteur-là. Parce que quand on parle de grève dans le secteur, les élèves sont laissés à eux-mêmes. Ce sont les parents qui en souffrent parce qu'il faut débourser de l'argent pour faire les uniformes, pour donner à manger, pour acheter les cahiers. Même si aujourd'hui, le gouvernement prend en compte un repas pour chez les enfants, on avait quand même... À travers le programme des cantines scolaires. Évidemment, on avait quand même... on s'est dit que ça sera une bonne chose, mais ce qu'on craignait, c'est que 10 jours, c'est pour même forcer les enseignants à travailler. On avait cru qu'il n'y aurait plus de mesures d'accompagnement, mais aujourd'hui, on a constaté qu'il y a de mesures d'accompagnement. Il n'y a que les enseignants sont motivés. Et donc, invitez-les sur vos plateaux. Eux-mêmes vous diront qu'ils sont motivés. Moi, le week-end dernier, j'étais dans le centre du pays. J'ai eu à échanger avec un directeur d'école, chef centre. Il m'a dit, mon fils, ça a changé. Et aujourd'hui, nous sommes motivés. Aujourd'hui, nous travaillons. Aujourd'hui, nous profitons de ce que nous faisons. Donc, je crois que les enseignants eux-mêmes témoignent de ce que ça va. Et nous, on est là pour constater, on est là pour investiguer, pour savoir si véritablement tous les enseignants se sentent dans ce qui se fait. Et donc, si tous les enseignants se sentent dans ce qui se fait, il n'y a plus de raison. Il faut encourager ce système-là. Et je crois que c'est également le lieu d'appeler les enseignants parce que dans leur rang, il y a des brebis galeuses comme dans tous les secteurs, que ceux-là suivent les pas et que véritablement l'éducation soit effective dans le pays. Ah oui. On ne doit pas seulement jeter la balle dans le camp des gouvernants. Il faut également jeter la balle dans le camp des enseignants qui doivent comprendre qu'ils sont investis d'une mission, une grande mission. Parce que quand on parle d'une mission sacerdotale, oui, quand on parle d'enseignants, ça se respecte. Moi, jusqu'à aujourd'hui, quand je rencontre les enseignants, mes professeurs, les enseignants qui m'ont gardé au primaire, quand je les rencontre, je les salue. Et donc, c'est comme ça. Et donc, quand vous êtes investi d'une mission, parce que je me dis,
ils ont contribué à ce que je sois journaliste aujourd'hui. Ils ont contribué à ce que je fais. Sans eux, je ne serais pas là. Sans eux, je serais peut-être dans un champ de manioc. Encore que ceux qui sont dans les champs de manioc ont reçu des éducations. Oui. Donc, vous voyez, sans les enseignants, nous ne pouvons rien. Donc, moi, je dis, il faut encourager les enseignants. On doit encourager les enseignants. Quel que soit ce qui se passera, les enseignants doivent être encouragés. Et je comprends le gouvernement qui a compris qu'il faut attacher du prix aux enseignants. Il faut attacher du prix à ceux-là qui nous donnent la connaissance, à ceux-là qui nous forment, parce que quand vous n'êtes pas bien formé, vous ne travaillez pas bien. Bien sûr. Mais Armand, on sait aussi que cette année qui s'achève a été une année très calme, sans anicroche. C'est une note positive, non? Oui, c'est une note positive. Ça va dans l'intérêt bien de la population, des parents d'élèves, des élèves, surtout des parents d'élèves, et également les élèves. Parce que ça ne coûte absolument rien de dire on va proroger une année et l'enfant qui était déjà fatigué continue. Donc ça va dans l'intérêt de tout le monde. C'est un pari gagné pour le gouvernement. Parce que ça parmi les rares années très calmes. Hein, oui, les rares. Il est vrai que par le passé, sous le régime antérieur, on en a connu. Oui. Mais cette fois-ci, il faut dire que c'est bon, il faut tirer chapeau à ceux qui ont œuvré pour que cette accalmie là soit notée dans le système éducatif. Puisque aujourd'hui, vraiment, lorsqu'on me dit qu'il n'y a pas eu de grève et tous les enfants sont à l'école, ah non, sincèrement, il faudrait que ça continue dans ce sens. Et je voudrais rapidement vous dire que aujourd'hui, la bonne foi du gouvernement se note bien ailleurs et dans d'autres secteurs. Par exemple, le secteur de la santé. Oui. Vous voyez, vous allez constater que ce gouvernement, c'est un gouvernement qui met l'accent sur deux secteurs vitaux de notre pays, c'est-à-dire l'enseignement et la santé. Il y a de ces décisions qui ont été prises tout récemment pour pouvoir encourager ces médecins, ces agents du système sanitaire de notre pays. Et je pense, et de l'autre côté, ce sont les enseignants. Le gouvernement est en train de manifester sa bonne foi et il mérite d'être encouragé pour que ne notions plus de ces jours douloureux au cours de l'année scolaire prochaine. Il faudrait que les acteurs, nous le disons, nous ne cesserons jamais de le dire, les acteurs également collaborent afin que c'est pour le pays, et c'est pour nos enfants. Ça va dans l'intérêt de tout le monde. De tout le monde. Sergino Lokossou, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, les médecins, que ce soit aussi ceux qui sont de garde, ceux qui font des heures supplémentaires, ceux qui font des astreintes, puisqu'on a expliqué dans un des éléments, Adolphe Oussou, qui expliquait que l'astreinte, c'est lorsque vous êtes de repos normalement, mais qu'on vous invite à régler une urgence à l'hôpital, que ce soit en enseignement, en éducation qu'en santé, on sait que ces deux secteurs-là, il n'y a pas la possibilité d'aller faire grève comme on le voudrait, mais on voit aussi que le gouvernement ne les laisse pas du côté, ne les laisse pas sur le carreau. C'est ce qui est constaté, mais ce que moi je dis, c'est bon, c'est une bonne décision, c'est à encourager, ça va faire du bien pour les médecins. Ce que moi je veux encourager, et j'invite le gouvernement à le faire, j'invite le ministre de la Santé aussi à le faire, c'est d'aller dans les hôpitaux du pays. Je dis d'aller dans les hôpitaux pour voir ce que vivent ces médecins. Le tout n'est pas de motiver les médecins, mais il faut qu'ils aient d'instruments, il faut qu'ils aient les outils, l'équipement nécessaire pour faire le travail. Je crois que après cela, moi je viendrai applaudir cette décision parce que si on motive le médecin qui vient et il n'a pas l'outillage nécessaire pour opérer le malade, pour travailler, je crois que ça serait peine perdue. Et donc c'est une bonne décision, certes, mais il y a un autre travail qui doit être fait, c'est vrai qu'on a vu équiper le ministre Benjamin Moukpati fait des tournées. Écoutez, oui, les hôpitaux. Je n'en dis pas, mais quand vous descendez, je dis, je suis en train de faire un travail. De ce que vous avez constaté, c'est ce que je parle. Qu'on revienne maintenant à l'éducation, puisqu'on en parle ce matin. Il y a aussi d'autres réformes dans le secteur éducatif. Le test
d'évaluation, hein, l'évaluation des enseignants pour pouvoir s'assurer de ce qu'ils ont vraiment le niveau. On sait que depuis quelques années, on se plaint du niveau des apprenants. Le gouvernement, pour pouvoir résoudre ce problème, a décidé de les évaluer et le processus continue. Armand Danou, il faudrait aussi que la collaboration soit de mise dans ce domaine, non? Sur ce plan. Il faut vraiment que la collaboration soit de mise. Vous allez constater que lorsqu'on avait lancé ce truc-là, il y a des gens qui ont fait du bruit. Il y a eu des gens qui ont carrément boycotté ces évaluations. Et puis, il y a eu du bruit et tout. Mais il le faut. Il le faut. Par moment, on l'a dit tout à l'heure, il faut renforcer les capacités et voir ceux qui sont encore aptes à donner le nécessaire d'eux-mêmes. Ceux-là qui ont encore la capacité de bien enseigner, de bien transmettre la connaissance à nos enfants. Si vous n'êtes plus aptes et on note que votre niveau ne permet pas du tout aux enfants d'avoir une connaissance acquise, appropriée, ce n'est pas la peine. Il faut nécessairement que l'on trouve des moyens pour pouvoir renforcer. Ce n'est pas une punition. Ils ont pris ça comme une punition ou bien une manière, une humiliation. Non, on ne finit jamais d'apprendre. On va toujours à la quête de la connaissance. Et lorsqu'on vous évalue, lorsqu'on annonce ces évaluations, c'est pour vous demander d'aller renforcer vos capacités et de venir prouver à vos apprenants que vous méritez véritablement de rester devant eux. Lorsque vous êtes enseignant et vous n'êtes pas en mesure de vous exprimer correctement devant vos apprenants, et ce sont les apprenants qui vous corrigent, ce n'est pas la peine. Lorsque vous êtes enseignant et vous écrivez au tableau pour ces apprenants avec des fautes, et ce sont vos apprenants qui vous corrigent, ce n'est pas du tout la peine de rester devant ceux-là. Et il n'y a pas pire humiliation que cela, d'aller... Moi, j'ai fait un tour, par exemple, ridiculiser devant ses propres apprenants. Donc, l'humiliation, je ne vois pas trop qu'il y ait une collaboration. Ce qui est sûr, le gouvernement va trouver d'autres moyens pour repêcher... d'autres moyens pour repêcher ceux-là qui seraient ou bien qui ont été jugés inaptes pour pouvoir délivrer la connaissance. D'accord. Ils ne seront pas laissés abandonnés à eux-mêmes, mais d'autres formules seront trouvées, mais il faudrait nécessairement qu'ils soient évalués de façon cyclique. Sur la question, si vous permettez, peut-être la façon dont le gouvernement veut procéder n'a pas plu aux enseignants. Peut-être que... Quelle est la façon? Peut-être que le communiqué, le libellé ne plaisait pas aux enseignants. Mais ce que je dis... Les enseignants aujourd'hui doivent savoir qu'ils sont comme les applications que nous avons dans nos téléphones. Il faut les mettre à jour au quotidien et ils doivent eux aussi travailler à se mettre à jour au quotidien devant des enfants très intelligents que nous faisons. Je crois, j'étais chez un ami, son enfant de 2 ou 3 ans s'exprimait tellement bien en français que la mère de mon ami, c'est sa mémé, la mémé de l'enfant a dit que vous faites aujourd'hui des enfants ordinateurs. Et donc, face à des enfants du genre, il faut que l'enseignant se met à jour. Il faut que l'enseignant se met à jour. Ça passe par le renforcement de ses compétences. Et parce que quand vous êtes enseignant et vous ne pouvez pas, comme l'a dit le confrère, vous exprimer correctement devant vos enfants, déjà à la classe de première terminale, vous avez des enfants qui sont aptes à faire le débat politique, à faire des débats économiques. Vous en avez dans nos collèges. Ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a. Et donc, quand tu es enseignant devant ces élèves, il faut quand même que tu puisses arriver à t'exprimer comme cela se doit. Et je crois que le gouvernement a trouvé la formule, c'est-à-dire renforcer leurs compétences, pas dans l'humiliation
ils sont des enseignants, ils sont dans le système. Certains sont dans le système avant la cession au pouvoir du président, avant la formation de ce gouvernement. Donc, comme l'a dit le confrère, il faut trouver la formule qui va essayer de ne pas les extirper du système. C'est-à-dire, ils ne sont pas inaptes, comme il a dit, ils n'ont pas peut-être les compétences. Donc, il faut renforcer leurs compétences. Justement, mais puisqu'on a parlé de formation à l'oreille de toute rentrée, on ne peut pas les former sans savoir ce dont ils ont besoin. Oui, je n'en dis même pas écouter. Mais quand le système est mis en place de telle sorte que les enseignants ont comme impression qu'après ce test, on va m'éjecter du système, ils seront réticents. Il faut qu'ils fassent confiance. Il faut qu'ils fassent confiance. Il faut que le gouvernement également essaie de travailler à faire confiance aux enseignants. Et il faut essayer, les enseignants aussi, en dehors de ces tests-là, doivent essayer de renforcer leurs capacités. Je crois qu'il y a certains qui sont compétents. Il y en a, on en rencontre un peu partout. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément, on ne va pas dire incompétents, mais ils n'ont pas les outils nécessaires pour donner le savoir. Ils ont le savoir, mais rendre le savoir est un peu difficile pour eux. Je crois que le gouvernement doit travailler dans ce sens. Les enseignants sont les enseignants, eux aussi doivent se mettre à jour, comme je l'ai dit. C'est comme l'application WhatsApp que nous avons. Il faut mettre à jour votre application, sinon ça devient lent. Parce que si vous avez des primes de rentrée et que votre niveau n'est pas bon, c'est qu'on n'a pas atteint le résultat. Vous ne méritez pas les primes de rentrée. Très bien, on va évoluer dans les échanges de ce matin avec cette peut-être bonne nouvelle pour le Bénin. Le ministre Romuald Wadani, qui est sacré meilleur ministre de l'économie et des finances de l'Afrique, il a été distingué ce mardi 11 juin à Malabo lors de la 13e édition de l'African Banker Award qui se tient en Guinée équatoriale. Armand Danon, c'est une bonne nouvelle? Oui, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour non seulement le gouvernement, mais pour tout le peuple béninois, puisque c'est un Béninois qui a pu décrocher ce trophée, et qui a pu faire ses preuves dans notre pays. Et je pense que autant que nous sommes ici, nous voyons la façon dont ce ministre accompagne les réformes du gouvernement. Il met tout en œuvre afin que tout ce qui concerne le système financier du pays, ça soit sur les orbites et que nous soyons vraiment admirés de par, à travers nos frontières. C'est un mérite, c'est à l'actif de notre pays. Je pense que c'est bien. S'il a été désigné, il a pu avoir ce trophée, c'est sûrement que, et certainement que ses confrères, ses amis, ses collègues de la sous-région ont jugé bon lui décerner cela. Ce ne serait pas un hasard, un pur hasard, non. C'est au bout de ses efforts, au bout de ses compétences en la matière, puisqu'il est très jeune, mais sérieux, nous savons ce qu'il fait dans notre pays. Qu'est-ce qui peut bien valoir cette distinction-là au ministre Wadani? Il n'y a pas de chose, c'est son savoir-faire. Et je dis, cette distinction, la première personne qui doit être, satisfaite de cette distinction, c'est le chef de l'État. Et c'est lui qui a su placer l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et il est allé nous dénicher un Romuald Wadani très compétent, il faut le dire. Et ce trophée, je crois que c'est pour tous les collaborateurs du ministre Wadani, c'est pour le gouvernement, c'est pour le Bénin tout entier, parce que il a beau être brillant, il a beau être compétent, et si ceux qui sont au niveau de son ministère, si les cadres ne prennent pas en compte ces réformes, ce qu'il dit, je crois qu'on ne va pas atteindre ce résultat. Mais ils étaient obligés parce que celui qui conduisait la BAC, c'est un homme très rigoureux, je parle du président de la République. Et donc, ce trophée vient, comme l'a dit le confrère, confirmer les réformes courageuses, les réformes audacieuses et qui ont été mises en place dans le pays, mises en place dans ce département ministériel, les agrégats économiques. Je ne suis pas économiste, je crois que les réformes économiques, on va dire, tous ceux qui entrent dans l'accroissement de notre système économique, je crois que c'est un système de notation qui a été fait. Et parmi tant de ministres, on a vu que Romuald Wadani, le ministre de l'économie et des finances du Bénin, quand même a essayé de mettre en place dans son pays
des réformes, des systèmes qui ont permis un accroissement substantiel de tout ce qui se passe dans le domaine économique. Je ne suis pas économique, je ne maîtrise pas les termes économiques, donc c'est ce que j'ai pu constater, c'est ce que j'ai pu lire. Donc je crois que ce n'est pas la première distinction. Il y a eu d'autres distinctions en 2018. Oui. Et donc, en 2019 également, il y a eu encore d'autres distinctions. Je crois que c'est tout à l'actif du gouvernement, c'est à l'actif de Romi Al-Wadaï, je voulais dire de Romi Al-Wadaï, qui quand même essaie dans son département ministériel du Travail, il ne parle pas beaucoup. Le bruit ne fait pas du bien, comme le bien ne fait pas du bruit. Donc, on l'a constaté, c'est tout à l'actif de ce ministre qui est très compétent, il faut l'avouer. Tous ceux que moi j'ai approchés et qui maîtrisent le ministre m'ont dit qu'il est compétent et je vois qu'il est aussi compétent. Et quand on est compétent, ce sont ces distinctions qui s'enchaînent, ce sont ces reconnaissances à l'échelle du continent que nous avons bientôt. Il aura, je suppose, et que s'il continue comme ça, parce que une chose est d'avoir cette distinction, mais l'autre chose est de travailler pour garder. Parce qu'il faut garder, c'est ce que nous nous demandons aujourd'hui. Il faut maintenir le cap et que cette distinction ne soit pas seulement connue de ceux qui sont à Cotonou, de ceux qui sont dans notre vie et qui sont des intellectuels. Il faut que cette distinction de notre ministre de l'économie et des finances et que nos populations arrivent à ressentir dans leur panier, dans le panier de la ménagère, que le ministre de l'économie et des finances est distingué à l'échelle du continent, est distingué à l'échelle du monde, je crois, et que c'est le moment plus que jamais pour ce ministre et les cadres du ministère de l'économie et des finances. Je vous raconte une anecdote. Oui. J'étais à la rédaction, je crois, le lundi dernier, le lundi soir, quand un ami est allé me voir et me dit, avec une voiture, une rutilante voiture qu'il a garée, il me dit, Sergino, regarde cette voiture, c'est pour ma femme. Elle a eu ses rappels. Et tiens-toi tranquille, il n'a pas déposé de pourcentage au ministère de l'économie et des finances. Les 10%, on n'a pas pris de 10% chez ma femme, mais elle a eu ses rappels. Et donc je me dis, c'est un acte isolé certes, mais ça a contribué à ce que nous disons. Ça dénote de ce que la lutte contre la corruption est impersonnelle. C'est pas sélectif, je veux dire. Ça concerne tout le monde. Et aujourd'hui, je crois, le président de la République a compris que il faut lutter contre la corruption. Et lutter contre la corruption, c'est moraliser en quelque sorte la vie publique, la vie économique du pays. Et il est conscient de ce que l'homme est perfectible. L'homme peut se corriger, peut s'amender lui-même pour corriger son attrait vers le mal et pour faire le bien. Et donc, on doit forcément que cette lutte contre la corruption doit continuer. Et les agents de l'État qui seront épinglés, ils n'ont pas seulement à payer les sous détournés, mais on les enferme pour quelques mois pour leur montrer que c'est l'argent public, ce n'est pas un héritage de leur père, de leur famille, et que quand vous avez l'opportunité, parce que c'est une opportunité, quand vous avez l'opportunité de gérer l'argent public, le bien public, il faut le gérer comme cela se doit, parce qu'il y a d'autres jeunes qui ont fini l'université, qui sont à la maison, et qui sont très compétents, et qui sont à la recherche même d'un travail à temps partiel, et ils n'ont pas vu. Et donc, quand vous êtes agent permanent de l'État, donc il faut bien travailler, et je crois que ça fait partie, cette distinction fait entre autres partie de ces réformes, de cette lutte contre la corruption. Parce que quand on ne lutte pas contre la corruption, on ne peut pas avoir ces résultats. Parce que ce n'est pas le ministre détaché qui a été primé, c'est un ensemble de systèmes. C'est un ensemble, c'est le système qui est primé, qui est reconnu à l'échelle du continent. Et c'est très important. Ça montre que au-delà des jérémiades, des discours politiques, qu'il y a un travail qui est en train d'être fait au sein du gouvernement. Je crois qu'il faut encourager. Moi, je vais encourager davantage quand on me tient, quand en 2020, on me dira que le ministre de l'économie et des finances est encore nominé à l'échelle, pas du continent, mais à l'échelle du monde. Je crois que ça va me montrer, ça va démontrer qu'un travail est en train d'être fait et que ceux-là qui crient, c'est ceux-là qui pensent que tout ce qui se fait dans le pays se fait dirigé contre une personne ou un clan, que ce n'est pas forcément ça et que c'est tout le pays qui est concerné. On travaille, enfin le gouvernement travaille pour le pays, pour le Bénin, il est là pour travailler pour notre pays. Cette distinction est-elle le couronnement des efforts du gouvernement, notamment le ministère de l'économie et des finances, dans le cadre de l'assainissement des finances publiques? Justement. Tous ces éléments-là ont été pris en compte sûrement lors de cette rencontre sous-régionale. Et je pense que mon confrère l'a dit tout à l'heure, c'est une récompense à tout un système, une récompense pour le savoir-faire, la rigueur autour du bien public, de la gestion des finances publiques. Je pense que c'est pour le gouvernement
c'est pour le gouvernement, puisque ça prouve à l'étranger que quelque chose se fait. Il y a la rigueur qui est appliquée autour de la gestion du pays. Et que d'une manière ou d'une autre, on est sur la bonne voie. Et on a eu des indices tout récemment par rapport au classement du Bénin dans la sous-région et dans certains secteurs d'activité. Donc ça veut dire qu'il y a une rigueur. Ça concerne tout un système, tout un bloc. Il a dit, c'est le ministère des Finances, de l'économie et des finances qui a gagné, qui a décroché le trophée. Ce n'est pas la personne de Romuald Wadayi uniquement. Et c'est le chef de l'État qui a pu déceler cette compétence en ce jeune homme et il vient faire ses preuves. Et tout le monde, excusez-moi, tout le monde reconnaît les compétences de ce ministre sur le plan africain, ce qui est sûr, il ira sur le plan international également. Le gouvernement doit continuer sur ce plan. On ne doit pas fléchir. On ne doit pas fléchir. Et il faut nécessairement que le Béninois lambda, le citoyen béninois reconnaisse ou bien et sente ses efforts dans son quotidien. Au quotidien, qu'il sente cela et que les efforts de Romuald Wadayi soient également couronnés à l'interne, puisqu'il ne sert absolument à rien d'être couronné à l'extérieur et qu'à l'intérieur, qu'on décrit votre nom, puisque les gens, ils diront que nous avons faim, que nous ne trouvons pas de l'argent, et puis tout et tout, à cause de Romuald Wadayi, à cause de la rigueur, à cause de la rigueur du ministre Romuald Wadayi. Donc, il faut que cette distinction soit également ressentie davantage dans le plat du Béninois. C'est pas le ministre des Finances, Romuald Wadayi, qui donne à manger aux Béninois. C'est les Béninois eux-mêmes qui travaillent dans leurs différents secteurs d'activité. Je tiens à dire que c'est une démarche qualité qui a été primée. C'est de la rigueur, comme l'a dit le confrère, qui vient d'être primée. Ce sont les réformes engagées. Je crois que dans chaque secteur de la vie économique, enfin de la vie sociale de notre pays, il faut que des réformes soient engagées. Il faut également que des ministres osent, comme le ministre de l'économie et des finances, parce que il est jeune, il ne parle pas, mais il est rigoureux, on va dire, et que la rigueur soit appliquée dans tous les secteurs. Il faut faire de la rigueur, parce que le Béninois a besoin de la rigueur. Nous devons gérer le pays avec rigueur. Que ce soit où ce que nous nous trouvons, si nous avons une petite parcelle de pouvoir, il faut le faire avec rigueur. Rigueur ne signifie pas des discriminations, rigueur ne signifie pas une dictature, on va dire, rigueur dans le respect, parce que c'est l'homme qui est en face de vous, c'est le sang qui coule dans les veines de celui qui est en face de vous, dans vos veines également. Donc il faut que le développement soit un développement à visage humain, parce que c'est l'homme qui est au centre de ce développement et ça concerne l'homme, c'est pour l'homme. Et donc je tiens à le souligner que ce n'est pas le ministre de l'économie et des finances ne donne pas de l'argent aux gens pour dire allez manger dans vos différents foyers, mais c'est lui qui travaille de concert avec le gouvernement, avec le chef de l'État, qui met en place un projet de société sur le plan économique afin d'offrir des opportunités aux Béninois que nous sommes dans les différents secteurs, dans les différentes localités du pays, afin que véritablement, comme l'a dit le confrère, comme je l'ai dit à l'entame, que cette distinction honorifique soit ressentie dans le panier de la ménagère. Je sais de quoi je parle. Je viens de loin et j'ai des avis de part et d'autre qui ne sont pas forcément, qui n'encouragent pas, enfin qui ne sont pas forcément favorables au gouvernement. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est fait, il y a quelque chose qui est amorcé dans ce sens. Et bientôt, je ne suis pas dans le système. Bientôt, moi-même, je l'espère, nous allons ressentir dans le panier de la ménagère. Mais justement, pourquoi cela se ressente? Il a dit tout à l'heure qu'on ne distribue pas forcément de l'argent, mais c'est peut-être à travers les réformes, la simplification de la vie aux citoyens. Et récemment, le ministère de l'économie et des finances a décidé d'alléger un peu les pièces à fournir aux prestataires de l'État pour se faire rembourser. Lorsque vous rendez un service à l'État, généralement, on va remplir des formalités, on fournit une pile de pièces et après chez le comptable, c'est aussi compliqué. L'État ne sort pas facilement de l'argent, on le sait. Et récemment, le ministère de l'économie et des finances a pris une décision pour simplifier cela et devant le comptable, vous ne fournissez plus aucune pièce et on vous soulage rapidement. Est-ce que ça ne vient pas aussi rassurer ceux qui rendent du service à l'État pour que effectivement la circulation de l'argent soit effective?
bon nombre d'entre eux ils s'en plaignaient. Ils s'en plaignaient du fait de l'opacité que l'on note dans la fourniture ou bien dans les prestations avant de rentrer en possession de ces sous. Vraiment, ils avaient du chemin à faire. Aujourd'hui, on l'a allégé. C'est un soulagement. C'est un soulagement. Et je pense que un bon entrepreneur, un bon prestataire de services à l'État doit saluer cela et doit se sentir beaucoup plus soulagé. Il doit se voir beaucoup plus dans une posture privilégiée. Puisque lorsqu'on vous mène, vous demande tout un tas de dossiers et avant de trouver ces dossiers-là, vraiment, c'est un parcours de combattant. Je pense que là, c'est un acte à saluer, à saluer également, rendre moins opaques les choses au niveau du ministère des Finances avant d'entrer en possession. Le gouvernement ne distribue pas, le ministère ne distribue pas de l'argent. Il y a aussi tous ces éléments qui faisaient que les gens, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir ou bien de se mettre en règle à temps, puisqu'il faut un délai. Et lorsque vous laissez passer le délai, vous allez encore attendre une autre fois. Oui. Donc tout ça là, ça contribuait aux difficultés que les gens notaient dans leur quotidien. Aujourd'hui, on a facilité, on a soulagé les uns et les autres. À eux maintenant de se mettre à la tâche, de saisir l'opportunité et pour pouvoir véritablement entrer en possession de ce qui est de droit. D'accord. Ça contribuait aussi à alourdir les dettes intérieures. Si l'État ne facilite pas la tâche à ses prestataires qui ne sont pas véritablement payés et rapidement aussi, la dette intérieure s'accroissait. Oui, je crois que cette décision, elle est bonne à mon avis. Ce sont les acteurs qui viendront parler de ça. Je crois également que ça fait partie de la simplification, comme vous l'avez dit, des choses au sein de ces prestataires qui quand même prenait beaucoup de temps. Parce qu'il y en a même qui ne postulent même plus pour des trucs envers l'État parce qu'il dit souvent, ce que j'entends dire, c'est que quand l'État vous doit de l'argent, ça prend du temps, ça prend des années. Et donc il faut avoir véritablement les reins solides pour répondre à un appel d'offres quand il s'agit de l'État. Je crois que le gouvernement a pris en compte, je l'ai dit, il maîtrise le système, il connaît le système, il sait comment ça fonctionnait. Et donc, il faut changer ce système-là. Il faut permettre à ces opérateurs économiques, entre autres, qui ne sont pas forcément des agents permanents de l'État, parce qu'eux autres, ils sont rentiers d'eux-mêmes. Et donc, il faut les aider parce qu'ils participent activement à la vie économique du pays, au renforcement de l'économie, parce que nous sommes dans une économie où notre budget est essentiellement fiscal. Et donc, quand vous avez un budget du genre, il faut faciliter l'accès des investisseurs dans le pays avec le partenariat public-privé. Il faut faciliter, il faut réduire les conditions. Réduire les conditions ne veut pas dire que de laisser des facilités, de laisser les gens rentrer, les gens qui n'ont pas les compétences forcément. Il faut sélectionner. Je crois que le ministre de l'économie et les autres ministres qui sont concernés ont mis déjà en place des systèmes. Les cadres dans les différents ministères sont véritablement formés, sont des cadres compétents. Nous sommes au Bénin, je sais de quoi je parle. Et donc, ces cadres vont aider à ce que cette décision soit vraiment une décision applicable, qui soit vraiment appliquée afin que les acteurs puissent nous dire véritablement la décision elle est prise, elle est appliquée. Moi, j'ai postulé à un marché de l'État et puis j'ai eu mon argent dans pas très peu de temps. C'est ce que nous voulons. Ça va contribuer à réduire le taux de la corruption dans le pays parce que quand ceux-là postulaient pour avoir leur sous, il faut déposer les 10% par-ci, par-là. Il faut distribuer de l'argent à tout de bras avant d'aller prendre le minimum. Ce que vous avez, vous n'avez plus même, vous perdez même le capital. Certains perdent le capital. Donc, je crois que ça va aider à limer les dents aux corrompus du système. Et c'est un peu ça. Parce que le mal, il est endémique. Il est profond. Il est profond. Il faut trouver des solutions pour pouvoir en finir. Et donc, si on peut trouver, le gouvernement peut mettre en place les mécanismes nécessaires, la répression, les arrestations pour que ceux-là qui gèrent les biens publics sachent que le bien public n'est pas un héritage. Le bien public, c'est pour tout le peuple.
et le peuple est souverain. C'est le peuple qui nous a mis là-bas. Vous avez eu des opportunités. Parce que je dis, c'est une opportunité. Vous êtes peut-être des milliers à demander le même poste, mais toi, tu as eu la chance d'être là-bas. Et donc, quand tu es là-bas, il faut le faire. Il faut gérer comme cela se doit, en respectant l'orthodoxie financière en la matière, en sachant que c'est le bien public. Si je le fais bien, le pays sera honoré, le pays va gagner, comme l'a fait le ministre de l'économie, justement, le ministre de l'économie et des finances. Aujourd'hui, c'est le pays qui gagne. Ouais. Au-delà de son nom, on a appelé le nom, mais directement, on ajoute le pays, le nom du Bénin. Oui, donc, c'est un peu ça. Chacun de nous doit travailler à cela. Où que nous nous trouvons, et que nous soyons dans le secteur public ou dans le secteur privé, on doit travailler afin que le Bénin, qui est notre nation chère, notre patrie chère, puisse gagner dans ce que nous faisons. Alors, pour rappel, il faut dire que le ministre béninois Romuald Waraï a été distingué, il a été désigné comme le meilleur ministre des Finances de l'année 2018 en Afrique parmi 120 décideurs. 120 décideurs financiers, ce n'est pas petit, 120 grands hommes de l'économie des finances, et c'est le Béninois qui a été sacré. Vous le martelez une fois encore, il faudrait que ça continue afin que l'année prochaine, que le cap soit maintenu, voire amélioré. C'est ça, hein, Armand? Bien évidemment, c'est toujours bien de se retrouver à la tête. Le plus difficile, c'est de se maintenir à la tête. Oui, donc, il faut bien évidemment que nous essayons de maintenir le cap et que les polémiques, les débats politiques, les critiques et autres n'émoussent pas les ardeurs de ce gouvernement par ricochet, de ce ministre, qu'il essaye de mettre et qu'il continue de mettre de son savoir-faire en jeu pour que nous maintenions ce cap, le rang là, et que l'année prochaine, ou soit les années à venir, qu'on le compte encore parmi ces honorés de la sous-région ou sur le plan international. C'est notre souhait, maintenir le cap, continuer dans ce sens. Le ministre Waraï, bon, ce qui est sûr, je ne le connais pas personnellement, oui. Mais vous allez constater qu'il a une méthodologie, il a une façon de travailler. Il ne fait pas du bruit, il est tranquille, il a le savoir-faire, il a les ingrédients nécessaires afin d'atteindre son objectif. Son objectif, c'est la mission que le chef de l'État lui a confiée et lui a laissé la main, je crois. Et il est en train de faire ses preuves et traverser, avoir l'avis de plus de 120 décideurs, je pense que ça veut dire que le savoir-faire de l'homme a été véritablement révélé, a été vraiment constaté au niveau de ces 120 décideurs et ils ont estimé que le gars, il mérite. Oui, si vous permettez 2 secondes, il a dit quelque chose d'important. De par le passé, on a connu des ministres de finances très compétents. Il a dit quelque chose de très important. Est-ce qu'ils avaient les coups de franche pour travailler comme cela se doit? Aujourd'hui, on constate que le ministre Waraï a les coups de franche. On lui a confié un ministère, on lui a confié un pan à gérer. Et je crois qu'on lui a laissé la main de mettre en place les mécanismes qu'il faut, le système, d'huiler le système comme cela se doit, de désigner ses collaborateurs. Je crois que c'est lui-même qui l'a fait parce que je ne suis pas proche de l'homme. Et donc, quand vous voyez ces résultats, vous vous rendez compte que quelque part, on lui a laissé la main, quelque part, il est compétent, quelque part, les agents, les cadres qui viennent en appui à ce ministre font leur travail comme cela se doit. Je l'ai dit, c'est une distinction. Ce n'est pas pour le ministre seul, c'est pour les cadres du ministère, c'est pour les cadres qui ont contribué à ce que l'économie béninoise se porte plus ou moins bien. Et quand l'économie se porte bien, quand les agrégats économiques et quand ces décideurs voient qu'il y a des opportunités qui sont faites dans plusieurs autres secteurs, quand ces décideurs voient que dès qu'il est arrivé le changement, on a constaté qu'il y a une rupture dans la gestion d'avec ce qui se faisait, je le dis, de la décennie 2006 à 2016, on a constaté qu'il y a quelque chose à changer. Et la preuve, vous allez voir, la Banque mondiale, les différents, les institutions de Bretton Woods encouragent le pays, offrent des moyens
financiers au pays, dans tel secteur ou dans tel autre. Donc, ça fait partie de la bonne gestion. Quelque part, une bonne gestion est instaurée dans le pays. Quelque part, les finances publiques sont plus ou moins bien gérées parce qu'il y a forcément des choses à redire sur ça. Mais je crois que c'est sur de bonnes voies. Comme il a dit, nous sommes sur de bonnes voies. Je ne sais pas s'il est dans le cabinet du ministre. Moi, je constate que... En tant que Béninois, peut-être. Nous, Béninois, peut-être nous sommes sur de bonnes voies. Donc, je crois que c'est une très bonne chose. Quand ça vient comme ça fouette le moral de ces cadres, ça fouette le moral de tout le pays. Et nous demandons, c'est un vœu pieux, que ceux qui sont loin du pays, la ménagère ou la femme ménagère qui se trouve à Védi, à Tiémé, puisse sentir que véritablement, dans son quotidien, quelque chose a changé. Très bien. Donc, c'est ce que nous souhaitons. Merci infiniment à vous, Sergino Lokosso, directeur de publication du quotidien Le Potentiel. Bon retour à vous. Merci. Alors, merci aussi à vous, Armand Dano, directeur de publication du journal Bénin Intelligent. Le journal Bénin Intelligent, ça va bien là-bas, non? Oui, ça se Comme Le Potentiel d'ailleurs. Le potentiel. Je vous souhaite le meilleur. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel là-bas. Allez.